me contenter d'aborder un sujet qui fâche et qui a souvent été traité d'une certaine manière comme un détail, comme un point de détail. Puisque aujourd'hui, parler du genre, pour l'essentiel, dans la recherche, si vous voyez dans la recherche ou dans le langage militant le plus courant, parler de genre, c'est essentiellement synonyme de parler des femmes. Et un petit peu à la marge, éventuellement, de parler de questions queer, de questions trans, bon, quand on a le temps. Et la masculinité n'est pas traitée au titre du genre, et elle n'est pas traitée avec beaucoup d'attention et de sérieux, en tout cas en ce qui concerne la thématique des hommes et des garçons non blancs. C'est certain. Et c'est donc de ça que je vais parler. Je ne vais pas parler de féminisme. Évidemment, ça fait partie très largement de la question. Mais enfin, il y a des travaux de qualité là-dessus. Donc, je n'ai pas besoin de m'en faire le perroquet. Mais le bouquin de Vergès, je suis en bon accord avec l'essentiel. On a l'article de Boutelja sur le féminisme décolonial là-dessus qui est solide. Aux États-Unis, on a les travaux de Saidiya Hartman qui sont très bien, quoi, sur la question du rapport des femmes noires à l'héritage de l'esclavage. Enfin, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Alors c'est pour ça que je me dis que c'est pas grave si je parle que des gars, quoi. On me fait le reproche parfois. C'est dit. Simple question à laquelle je veux répondre, tout bêtement, comment j'aborde cette question. Simplement, je veux répondre à la question de savoir si, en France, le genre des hommes non blancs leur octroie ou non un privilège. C'est un mot à la mode, un privilège. C'est un mot mal choisi, je veux dire. Ce mot de privilège en l'espèce, ne pas être traité complètement comme une merde, c'est tenu pour être un privilège. C'est assez bizarre souvent. C'est-à-dire que si on parle de privilège, c'est-à-dire que le standard, c'est vraiment d'être tenu comme un type tuable absolument à merci. C'est une drôle de tournure d'esprit, je trouve. Mais enfin, c'est le langage commun, quoi. Je le prends. Hein. Donc le genre des hommes non blancs leur octroie-t-il un privilège? Non. Mais, selon une étude menée cette année, 2019, par l'INED et par UPenn, l'université de Pennsylvanie aux États-Unis, qui est une université de grand renom, les hommes adultes, descendants de seconde génération d'immigrés nord-africains, sont victimes de surmortalité. C'est-à-dire que le taux de décès entre 18 et 65 ans chez ces hommes nord-africains est 1,7 fois plus élevé dans ces populations que chez leurs homologues blancs. Et même les hommes, même les hommes nord-africains de haut niveau d'études sont victimes de cette surmortalité. Ce qui objective le fait que ce n'est pas une question de classe en l'espèce. Les hommes issus de la seconde génération, issus d'immigrés d'Europe du Sud, ne subissent pas cette surmortalité. Ce qui objective que le problème n'est pas d'être descendant de migrants comme tel. Les femmes nord-africaines, par rapport aux femmes blanches, ne subissent pas cette surmortalité. Aux femmes françaises non immigrées, plus exactement, pour prendre vraiment les termes de l'étude. Elles ne subissent pas non plus cette surmortalité, les femmes. Cette étude, si je ne dis pas de bêtises, disons, objective donc qu'il existe une condition genrée et racialisée des hommes arabes, pour parler le langage commun, une condition genrée et racialisée des hommes arabes qui est une condition de mort prématurée. C'est aussi bête que ça. Je mets ça en rapport avec un autre rapport du défenseur des droits, cette fois 2017, selon lequel les hommes noirs et arabes ont 20 fois plus de risques de subir un contrôle d'identité que la population de référence. Et c'est pas tout. Selon une enquête menée dans une prison d'Île-de-France par Didier Fassin, les hommes noirs et arabes représentent 2/3 de l'ensemble des détenus et les 3/4 des détenus de moins de 30 ans. Et en France, je rappelle que les hommes constituent 95% de la population carcérale totale. Donc on a donc des prisons françaises, en tout cas à partir de cet exemple, puisque nous n'avons pas de statistiques générales sur cette question, mais il est possible, disons, de considérer cet exemple vu
le caractère extrêmement massif de ces chiffres pour significatif de quelque chose, nous pouvons imaginer que nous avons des prisons qui sont largement peuplées d'hommes noirs et arabes dans ce pays, qui sont en réalité les chiffres, lorsqu'on ne considère pas la quantité de détenus qui aux États-Unis est évidemment bien supérieure, mais en ce qui concerne la répartition raciale que démontre Fassin, nous avons en réalité exactement la même répartition en France et aux États-Unis. Exactement la même. J'en conclus, à partir de ces quelques données, je pense que c'est tout de même représentatif. La condition des hommes arabes et des hommes noirs en France est une condition de surexposition à la violence d'État et de surexposition à la mort prématurée. Ce n'est pas très exactement la définition d'un privilège. Selon le théoricien queer Jack Halberstam, je le cite à peu près, hein, la masculinité dans nos sociétés convoque les idées de pouvoir, de légitimité, de privilège. Elle figure le pouvoir d'État et l'inégalité de la répartition des richesses. Est-ce que les masculinités non blanches, est-ce que les masculinités arabes et noires supportent ce même type d'imaginaire? Il n'est qu'à lire Fanon pour se souvenir, pour se rendre compte que c'est absolument pas ce même genre d'imaginaire que la masculinité noire recouvre, par exemple. Ce qu'elle recouvre, c'est l'imaginaire de la violence, l'imaginaire de la brutalité, l'imaginaire de l'insatiable soif sexuelle, l'imaginaire du pénis démesuré, c'est ce type d'imaginaire qui sont associés à la masculinité noire. Non pas le caractère protecteur, mais le caractère prédateur. Ce que je veux dire, c'est que si on a en tête, si on admet que le genre, le concept de genre qu'on utilise dans les sciences sociales, signifie aujourd'hui que ce n'est pas juste une affaire d'organes génitaux, mais c'est une affaire de construction imaginaire et de normes, le genre. Eh bien, il faut en conclure, je crois, que le genre des hommes arabes et noirs n'est pas le même genre que celui des hommes blancs. C'est autre chose. Ce n'est pas le même genre. Il n'y a pas de genre masculin comme tel auquel nous participerions tous. Ils sont régis par des normes, un horizon d'attente et un horizon d'imaginaire qui sont absolument dissemblables. Ce ne sont pas les mêmes attributs. Et les attributs spécifiques des hommes noirs et arabes attirent à eux la violence d'État. Elle déclenche une rivalité viriliste et érotique de la police de l'homme blanc par rapport à ces hommes arabes et noirs. On a là, pour le cas des Noirs, une sorte de négrophilie qui est constitutive de la violence de l'État, c'est-à-dire qu'on fantasme des caractéristiques uniques et des caractéristiques spécifiques au genre de l'homme noir. Une puissance sexuelle, une force physique, une espèce de puissance musculaire bien particulière dont Fanon parle dans Peau noire, masque blanc. Et cela alimente une rivalité raciale et une sorte de désir de destruction de ces hommes dont nous avons des exemples dans ces contrôles d'identité avec palpation dont les hommes arabes et noirs sont de manière prédominante les victimes. Lorsque je dis ça, souvent lorsque j'aborde cette question, notamment sous l'angle des taux d'assassinat et des taux d'incarcération de ces hommes, une tendance qu'on a souvent, c'est habituel, disons, c'est de me rétorquer, mais vous oubliez les femmes là-dedans, soit parce qu'elles sont un petit peu victimes également de la même chose. Bon, les taux existent, je veux dire, bien entendu que les femmes sont également victimes de la violence policière, mais j'entends ici parler des victimes majoritaires de ces violences, qui sont majoritaires de manière écrasante, ou d'autre part, on me dit, mais quand un homme noir ou arabe se fait tuer, ça pose des problèmes à toute la famille, les mères ont des problèmes, etc., elles doivent assumer plein de choses et tout. Évidemment, c'est vrai. Mais la fréquence avec laquelle on m'impose de me plonger dans ce raisonnement me sidère un petit peu. Ça me semble vraiment une forme de naturalisation de cette mort des Noirs, des hommes noirs et arabes, qui me sidère dans le sens où on se dit, bon, eux ils crèvent,
Ils vont en tôle, bon, c'est comme ça, c'est un fait.